Je leur ai fait confiance. Parce que quand ce sont vos propres enfants qui vous tendent des papiers, vous ne pensez jamais qu'il pourrait s'agir d'un piège. Ils m'ont dit « C'est juste une formalité, maman ». Alors, sans vraiment comprendre, j'ai signé. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, je venais de leur donner tout. Absolument tout. Même la maison que j'avais construite avec tant de sacrifices. Oui, ils m'ont volé. Jusqu'à mon dernier refuge. Je n'oublierai jamais le bruit du couvercle qui s'est refermé sur le cercueil de Julien. Ce son sourd, épais, comme une porte qui se claque entre deux mondes. J'étais là, figée, les doigts noués sur mes genoux, incapable de pleurer. Mon fils unique, mon enfant, 34 ans, arraché à la vie par un cœur trop fragile. On dit que ce sont les mères qui partent les premières. Pas cette fois, pas moi. C'est à ce moment précis qu'elle a osé s'approcher. Élodie, sa compagne depuis 2 ans. Je ne l'avais jamais vraiment comprise, mais Julien l'aimait, ou pensait l'aimer. Elle s'est penchée vers moi, doucement, presque tendrement. Ses yeux étaient rouges, mouillés, mais je jure que ce n'était pas du chagrin. C'était autre chose, quelque chose de froid, calculé, impassible. Sa main a serré mon épaule, et elle a murmuré « Tu as 1 semaine pour faire tes valises. 1 semaine. » J'ai cru avoir mal entendu, ou mal compris. J'ai tourné la tête vers elle, mais elle regardait déjà ailleurs, comme si rien ne s'était passé, comme si ces mots s'étaient dissous dans l'air glacé du cimetière. Le prêtre continuait à réciter ses prières. Les corbeaux passaient au loin, et moi, je suis restée là, l'âme suspendue, l'estomac noué. Je n'ai rien dit, pas ce jour-là, mais quelque chose, en moi, s'est fendu. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai su que ce n'était pas une menace. C'était un avertissement. La porte d'entrée grinçait différemment. L'odeur n'était plus la même. Et surtout, les murs avaient changé. Les photos de Julien et moi, encadrées dans le couloir, avaient disparu. Mes livres n'étaient plus sur les étagères. Le fauteuil où je brodais le soir avait été reculé, presque caché derrière une plante verte qui n'était pas à moi. Je suis montée à l'étage. Mes tiroirs étaient ouverts, certains vides. Mes bijoux manquaient. Les chemisiers repassés que je range toujours dans le bon ordre étaient froissés, jetés n'importe comment. Une valise m'attendait dans un coin, déjà partiellement remplie. J'ai voulu appeler Julien, mon réflexe maternel, stupide. Mon cerveau refusait encore de croire qu'il ne répondrait plus. J'ai croisé Élodie dans le salon. Elle tenait une boîte de rangement. À l'intérieur, mes papiers, mes médicaments, mon journal. Elle m'a souri, un sourire qui trahissait une certaine joie. « Tu serais mieux chez ta sœur, non ? Je n'ai pas de sœur. Elle le sait très bien. Cette nuit-là, j'ai fouillé partout. La boîte en fer où je gardais l'acte de propriété, envolée. Les doubles de mes clés, disparus. Je me suis sentie envahie. Elle s'installait. Elle effaçait. Elle recommençait l'histoire sans moi. Le lendemain, une lettre glissait sous ma porte. Une notification de départ, prétendument officielle. On y disait que j'étais mentalement instable, que je devais quitter les lieux pour ma sécurité et celle d'autrui, signée d'un nom inconnu. J'ai compris. Elle ne me demandait pas de partir. Elle m'exécutait socialement. Je n'ai pas dormi. J'ai fouillé mes papiers, mon ordinateur. J'ai trouvé des reçus, des preuves, des copies. J'ai appelé un vieux nom, Maître Lefebvre, un avocat dont Julien m'avait parlé autrefois. Quand je lui ai dit ce qui se passait, il a seulement dit « Gardez tout, ne jetez rien ». Elle est en train de creuser sa propre tombe. Je suis restée assise dans la cuisine toute la matinée. La lumière d'automne entrait par la fenêtre, tamisée, paisible en apparence. Mais tout en moi criait. J'avais cette sensation désagréable qu'on me regardait à travers une vitre, comme une chose déplacée, un meuble ancien dont on ne sait que faire. Élodie faisait semblant de ne pas être là, mais ses pas, sa présence, c'était comme une ombre collée à chaque recoin. Je savais ce qu'elle voulait, que je craque, que je m'en aille d'elle-même, qu'elle puisse dire aux voisins, aux avocats, aux juges, elle est partie d'elle-même. Mais j'étais encore là. Chaque matin, un peu plus de moi disparaissait. Le plateau en bois que Julien m'avait offert, disparu. Le foulard en soie de ma mère, introuvable. Une photo encadrée de nous deux, souriant au bord de la mer, retirée du mur, comme si elle brûlait les yeux. Mais le pire, ce n'était pas ce qu'elle enlevait, c'était ce qu'elle ajoutait. Des bougies parfumées que je n'aurais jamais achetées, des coussins verts à Nice, une musique douce qui tournait en boucle, comme dans une salle d'attente. Elle installait son territoire, marquait son contrôle.
Même le chat, autrefois toujours dans mes jambes, semblait m'éviter. Un soir, j'ai surpris une conversation. Elle parlait au téléphone dans la salle de bain, croyant que je dormais. Non, elle est encore là. Je sais, mais ça ne durera pas. Je m'en occupe. Sa voix avait changé. Moins de larmes, plus de tranchant. Je savais que si je ne faisais rien, elle réussirait. Elle était jeune, belle, persuasive. Moi, j'étais une vieille femme endeuillée, fatiguée, seule. Elle avait compris que le chagrin me fragilisait. Elle avançait doucement, méthodiquement, comme un poison lent. J'ai commencé à écrire. Chaque jour, dans un carnet rouge, je notais tout, l'heure à laquelle elle rentrait, ce qu'elle disait, ce qu'elle déplaçait, les objets manquants, ses coups d'œil vers mes affaires, les phrases floues qu'elle murmurait dans le vide, comme des graines de doute plantées autour de moi. Je photographiais, je scannais, je faisais des copies. Je ne voulais pas seulement survivre, je voulais prouver. Et un jour, si je devais disparaître, quelqu'un saurait. Le point de bascule est arrivé un matin. Je me suis réveillée avec un mal de tête étrange. J'avais du mal à me souvenir de la veille. Mon café avait un goût bizarre. Et ma boîte de médicaments était ouverte, alors que je suis certaine de l'avoir fermée. Je l'ai surprise en train de fouiller mon armoire. Quand elle m'a vue, elle n'a pas sursauté. Elle a simplement refermé la porte, lentement, et a dit « Tu veux vraiment aller au conflit ? Tu n'en sortiras pas gagnante. » Je n'ai pas répondu. Mais ce jour-là, j'ai appelé Maître Lefebvre. Et pour la première fois, j'ai tout raconté. Pas seulement les papiers, pas seulement l'acte, mais aussi les silences, les effacements, les gestes qui détruisent à petit feu. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit « Ce qu'elle fait s'appelle de la spoliation. C'est illégal. Et surtout, c'est commun. Trop commun. » Ce soir-là, j'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait doucement. Et dans la vitre, mon reflet me fixait. Pas celui d'une vieille femme. Non. Celui d'une survivante qui venait de décider que ce combat serait le dernier, mais qu'elle n'en perdrait pas un seul centimètre. Quand j'ai retrouvé le double de mes papiers, je savais déjà que quelque chose ne collait pas. Je les avais rangés dans une chemise beige, dans une boîte en métal que Julien m'avait offerte. Elle était cachée dans la penderie, derrière un vieux manteau. Un endroit discret, mais pas introuvable. La boîte avait disparu depuis plusieurs jours. Mais ce matin-là, elle était revenue, posée négligemment sur ma table de nuit, un peu trop bien remise. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Tout y était, sauf l'essentiel, l'acte de propriété original. Les reçus de virement, eux, avaient été rangés à l'envers, comme si on les avait manipulés. Un post-it jaune, que je n'aurais jamais utilisé, était collé sur la page de mon livret de compte. Il portait ces mots écrits à la hâte. Besoin d'aide. Oublie pas les médicaments. C'était grossier. Une tentative maladroite de me faire passer pour confuse. Démente. J'ai compris que ce n'était plus seulement une guerre froide. Elle tentait de créer un dossier contre moi, de me piéger dans un scénario qu'elle écrivait seule. J'ai attendu qu'elle parte pour fouiller son bureau. Elle avait changé la serrure du tiroir du bas. Mais les tournevis, ça ne manquait pas dans la cave. Dedans, un dossier en plastique bleu. Un nom marqué au marqueur noir. Testament Julien. Je l'ai ouvert en retenant mon souffle. La date du document m'a glacé le sang. 2 semaines après la mort de Julien. Et pourtant, la signature portait son nom. C'était impossible. Je le connaissais trop bien. Julien écrivait toujours avec un angle légèrement penché. Une lettre trahissait tout. Le J, long et incurvé. Celui-là était sec, droit, artificiel. J'ai imprimé une copie. J'ai comparé avec ses anciens papiers, des lettres manuscrites, des chèques. Rien ne correspondait. Et surtout, quand j'ai vérifié les propriétés du fichier, il avait été modifié depuis l'ordinateur d'Élodie, 3 jours avant ma notification d'expulsion. Je n'avais plus le moindre doute. Elle avait falsifié le testament. Et si elle l'avait déjà montré à quelqu'un, un notaire, un juge, peut-être que son plan était en marche depuis longtemps. Peut-être même que Julien n'avait jamais su ce qu'elle préparait. Je suis retournée voir Maître Lefebvre le jour même. Il a lu le fichier. Il a comparé les signatures, les dates, les métadonnées. Puis il a relevé les yeux vers moi et a dit « C'est un faux. Et c'est une infraction grave. » Je n'ai pas su quoi dire. Une partie de moi espérait encore une erreur, un malentendu. Mais non.
Elle avait bel et bien falsifié un document officiel pour me faire disparaître de la maison. Elle me volait, lentement, sournoisement, au nom d'un amour qui n'était déjà plus là. En sortant du cabinet, j'ai senti l'air me brûler les poumons. Je n'étais plus seulement la mère endeuillée. J'étais devenue une cible, mais j'avais enfin une arme entre les mains. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je l'ai trouvée dans le salon. Elle regardait la télé, les jambes croisées, une tasse de thé à la main. Quand elle m'a vue, elle a souri. « Alors, tu es sortie ? T'as pas oublié de prendre tes cachets, j'espère ?» Je l'ai regardée sans un mot. Je savais maintenant ce qu'elle ignorait encore. La justice avait commencé à l'écouter. Je ne dormais plus. Chaque nuit, je restais allongée, les yeux fixés au plafond, écoutant les bruits de la maison. Un parquet qui craque, un soupir dans le couloir, le sifflement lointain de la bouilloire que je n'avais pas allumée. Elle rôdait. Pas dans mes rêves, dans mes murs. Élodie avait changé les codes du Wi-Fi. Je n'avais plus accès aux emails. Les appels que je passais depuis le fixe restaient muets. Plus de tonalité. Mon portable disparaissait une fois sur deux. Et toujours, ces phrases dégoulinantes de politesse. « Tu deviens un peu distraite, Claire, non ? Tu veux que je t'aide à t'organiser ?» C'était ça, son arme. La douceur empoisonnée. Elle ne criait pas. Elle insinuait. Elle m'infantilisait. Elle me surveillait. Un matin, en voulant ouvrir un document sur mon ordinateur, un message est apparu. Mot de passe incorrect. 3 fois. J'ai essayé toutes mes combinaisons. Rien. Ce n'était plus de l'effacement. C'était une réécriture. Je suis sortie de la maison pour prendre l'air. Le ciel était bas, couvert. Poitiers semblait étouffé sous son propre silence. J'ai marché sans but, jusqu'à ce café que Julien aimait tant, près de la rivière. Le serveur m'a reconnue. Il a apporté un petit café allongé, sans que je dise un mot. Je me suis installée au fond. J'ai ouvert mon sac et sorti le double du testament falsifié. Je l'ai relu une fois de plus. Puis, pour la première fois, j'ai pensé à la mort de Julien, autrement. Et si... Non, impossible. Mais il allait bien. Il venait d'avoir une promesse d'embauche. On parlait d'un voyage, d'un week-end au bord de la mer. Et puis, ce soir-là, il s'était plaint de douleur. Puis plus rien. Arrêt cardiaque. Brutal. À 34 ans. Mais personne n'avait demandé d'autopsie. Élodie avait refusé. Elle disait qu'il aurait voulu partir en paix. Et moi, noyée dans la douleur, j'avais laissé faire. Je suis rentrée précipitamment. Je devais vérifier une chose. Je suis descendue au sous-sol. À gauche, derrière les outils, se trouvait une vieille valise de Julien, pleine de papiers. Élodie n'y allait jamais. Elle disait que l'odeur lui donnait la nausée. Je l'ai ouverte et j'ai fouillé. Factures, carnets de santé. Et puis, entre 2 enveloppes, un petit calepin noir. Des notes de Julien, personnelles, codées, presque. Mais une page m'a arrêtée net. Si je disparais, ce ne sera pas un accident. Il avait souligné. 3 fois. J'ai senti le sol vaciller sous moi. Le soir, j'ai entendu Élodie parler au téléphone. La voix basse, sérieuse. Oui, elle fouille. Elle commence à comprendre. On ne peut pas attendre plus longtemps. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai pris le calepin, les copies, les preuves, et je les ai cachées. Pas chez moi. Chez Hélène, une ancienne voisine, discrète et fidèle. Je ne lui ai pas tout dit, juste ce qu'il fallait. Si jamais il m'arrive quelque chose, donne ça à Maître Lefebvre. Elle a hoché la tête, les yeux pleins d'ombre. Quand je suis rentrée, Élodie m'attendait dans l'entrée, ses bras croisés, un demi-sourire sur les lèvres. « Tu étais où, Claire ?» Je m'inquiétais, et soudain, j'ai su, je n'étais plus en sécurité chez moi. Mais elle non plus. Depuis ce soir-là, je ne quittais plus mes vêtements de jour, même la nuit. Je dormais, quand je dormais, habillée, les chaussures aux pieds, le sac prêt, chaque grincement me faisait sursauter. Chaque lumière vacillante me mettait en alerte. Je savais qu'elle savait, et elle savait que je savais. Le lendemain matin, j'ai simulé une routine. J'ai préparé le petit déjeuner, posé le journal sur la table, agi comme si tout était normal. Elle est descendue en robe de chambre, traînant ses pantoufles comme un serpent en mue. Elle a souri, a pris son café, et sans me regarder, elle a glissé. « Tu fais encore des cauchemars, Claire ?» J'ai cru t'entendre parler cette nuit. Je n'ai rien répondu. Mais en moi, un déclic s'était produit. L'après-midi, j'ai quitté la maison en prétendant aller à la pharmacie.
J'ai pris le bus jusqu'au quartier du lycée. Là, j'ai retrouvé Hélène. Elle avait tout gardé. Calepin, documents, preuves. Mais elle m'a aussi remis une petite boîte en plastique, transparente, contenant quelque chose de plus. C'est ce que tu m'as demandé hier, m'a-t-elle soufflé. Une caméra miniature. Elle se connecte à ton téléphone. Tu veux l'installer où? Je ne savais pas encore, mais j'étais prête. Le soir venu, j'ai attendu qu'Élodie parte faire ses courses. Elle était toujours absente 1 heure le mardi. J'ai fouillé sa chambre avec des gants. Dans le tiroir de chevet, j'ai trouvé une clé USB. Je l'ai branchée sur mon vieil ordinateur portable. Il avait encore une prise assez ancienne pour l'accepter. Dossier 1, photo. Dossier 2, journal clair. Dossier 3, documents, suppression. Dans le deuxième dossier, des vidéos. Mon cœur s'est arrêté 1 seconde. Des vidéos de moi, filmées dans le salon, dans la cuisine, même dans la salle de bain. Des images nocturnes, infrarouges. Elle m'avait installée sous surveillance. Mais le pire, c'est qu'elle avait nommé les fichiers selon mes émotions. Claire, confusion. Claire, colère. Claire, solitude. Elle voulait prouver que je perdais la tête. Elle fabriquait un dossier psychiatrique à mon insu. J'ai installé ma propre caméra le soir même, dans la bibliothèque du salon, entre 2 livres. Elle filmait directement vers la cuisine, là où Élodie passait le plus de temps au téléphone. Et j'ai attendu. Le deuxième soir, à 22h47, j'ai capturé ce que je redoutais. Elle parlait à voix basse, mais assez fort pour que l'audio soit clair. Elle est proche de craquer. Encore quelques jours et elle finira à l'hôpital. J'ai presque tout effacé, mais il reste le carnet, je le trouverai. Cette phrase a été comme un poignard. Elle ne voulait pas seulement m'expulser, elle voulait m'effacer, me faire enfermer, effacer mon nom, mon passé, mon fils. Mais j'avais ce qu'elle n'avait pas prévu, la caméra, sa voix, ses mots. Cette fois, tout était enregistré, clair, implacable. Je n'étais plus dans le doute, j'étais en guerre. Et je commençais à comprendre. Ce n'était peut-être pas la maison qu'elle voulait, c'était ma disparition. J'avais toujours cru que la peur paralysait. Mais en réalité, elle réveille. Depuis que j'avais découvert la caméra, les dossiers, les vidéos, je ne tremblais plus. Je m'étais réveillée. Et une femme réveillée, surtout à mon âge, n'a plus rien à perdre. Pendant 3 jours, j'ai joué mon rôle. La vieille confuse. La fragile. J'oubliais mes phrases. Je répétais 2 fois les mêmes histoires. Je laissais la porte du frigo ouverte. Et Élodie en jouissait. Je voyais dans ses yeux le soulagement perfide. Elle se croyait en contrôle. Mais pendant qu'elle jubilait, moi, j'écrivais. Chaque soir, dans un vieux cahier dissimulé sous le matelas, je consignais tout. Les heures, les phrases, les bruits. Je recopiais ses mots, ses gestes. Je construisais le contre-dossier. Je me suis rendue chez Maître Lefebvre, à nouveau. Il m'a reçue tard, un jeudi, dans son petit bureau au mur couvert de livres. Je lui ai montré les vidéos, les documents. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a juste tourné l'écran vers lui, regardé attentivement. Puis il a levé les yeux vers moi. « Vous avez fait tout ce qu'il fallait, Madame Martin, et vous êtes en danger. Elle veut me faire passer pour folle, dis-je calmement. Elle veut m'enfermer ou me pousser à bout. Plus maintenant, répondit-il. Ce que vous avez filmé, ce qu'elle a enregistré elle-même, c'est suffisant. On va déposer une plainte. Une vraie. Et cette fois, elle ne pourra pas l'éviter. » Il a tapé sur son clavier, imprimé les premières pages, contacté une collègue du parquet. Et soudain, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des mois. De l'espoir. En rentrant ce soir-là, la maison semblait trop silencieuse. Pas de musique, pas d'odeur de cuisine, pas même la lumière du couloir. J'ai avancé lentement, mon sac serré contre moi. Sur la table du salon, un objet, un cadre, ma photo, coupée en 2, le verre brisé, et à côté, une lettre, ouverte. Mon courrier, un document officiel du notaire, que j'attendais depuis des semaines, disparu. J'ai reculé, quelque chose avait changé. Elle savait que j'étais allée voir l'avocat, et elle venait de me le faire comprendre. Cette nuit-là, j'ai tout préparé. Un sac, des doubles des enregistrements, un plan. Je ne pouvais plus rester dans cette maison, mais je ne pouvais pas non plus fuir sans finir ce que j'avais commencé. Je devais tenir encore, juste encore un peu. Le temps que la plainte soit enregistrée, que la convocation tombe, que la justice fasse son travail. Je ne pouvais pas lui laisser croire qu'elle avait gagné. Au petit matin, je me suis levée avant elle. J'ai fait couler le café, mis 2 tasses sur la table. Quand elle est descendue, j'ai souri.
Tu veux une tartine ? Elle a hésité, puis elle a répondu « Avec du miel ». Je me suis retournée, calmement, et dans cette cuisine, théâtre de temps de silence, j'ai pensé à Julien, à ce qu'il aurait fait. Il n'aurait pas eu peur. Alors moi non plus. Le lendemain, j'ai décidé de ne plus attendre. Attendre, c'est céder du terrain. Et je n'avais plus rien à concéder. J'ai rappelé Maître Lefebvre dès l'aube. Il m'a confirmé que la plainte avait été déposée, que le dossier était solide. Mais les démarches prendraient quelques jours. Il m'a conseillé de partir, de me mettre à l'abri. Je lui ai répondu non. Je ne pouvais pas fuir alors qu'elle pensait déjà avoir gagné. Vers 10 heures, j'ai quitté la maison, mais pas vraiment. J'ai marché jusqu'à la boulangerie du coin, acheté 2 croissants et suis revenue en silence, par le jardin. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte. J'ai écouté. Rien. Puis j'ai contourné la maison et suis entrée par la porte arrière, que j'avais déverrouillée plus tôt. J'ai traversé le couloir pieds nus, doucement, et je me suis glissée dans le bureau. L'ordinateur était ouvert, écran allumé. Un document était en train d'être modifié. Intitulé « Lettre de signalement, Claire Martin ». J'ai lu les premières lignes. Je sous-signais Élodie R. Signale que Madame Claire Martin, 70 ans, souffre de troubles de la mémoire grave, de comportements incohérents et de tendances paranoïaques. Elle rédigeait une lettre officielle pour m'envoyer en hôpital psychiatrique. Mon sang s'est glacé. J'ai pris une photo de l'écran. Puis, d'un geste rapide, j'ai cliqué sur « Imprimer ». L'imprimante s'est mise à bourdonner, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu ses pas. Elle est entrée dans le bureau, ses yeux plantés dans les miens. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je tenais la feuille dans ma main. Je lis « Ce que tu écris sur moi, ce que tu espérais envoyer aux autorités. » Elle a blêmi. Puis, comme toujours, elle a souri. « Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires. Tu n'aurais pas dû trafiquer le testament de mon fils. » Ai-je répliqué. Ni installer de caméra chez moi, ni voler mes papiers. Un silence pesant s'est installé. Alors elle a avancé d'un pas, lentement, et a murmuré. « Je te laisse 2 jours. Après ça, tu pars d'ici. Sinon, elle a laissé la fin en suspens. Mais moi, je n'ai pas bougé. Sinon quoi? Tu vas appeler l'ambulance? Fabriquer d'autres preuves? Écrire que je parle seule? Que j'entends des voix? » Elle n'a rien dit. Mais ses yeux, eux, hurlaient. Je suis sortie du bureau. Et j'ai fermé la porte derrière moi, à clé. J'ai appelé Hélène. Je lui ai demandé de venir le lendemain. Pas seule, avec une journaliste. Une vraie. Je lui ai dit que c'était le moment, parce qu'il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de toutes celles qu'on veut faire taire, de toutes les femmes qu'on traite de folles pour mieux les effacer. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai relu mon cahier. Chaque mot me rappelait que je n'étais pas folle. J'étais en danger, oui, mais lucide et prête. Le lendemain, à 15 heures précises, Hélène est arrivée. Elle n'était pas seule. Derrière elle, une femme brune, la quarantaine, tailleur noir, carnet à la main. Elle s'appelait Marion, journaliste indépendante, ancienne chroniqueuse judiciaire. Son regard perçait les mensonges comme du papier mouillé. Élodie n'était pas là. Elle avait quitté la maison depuis 1 heure. Peut-être pressentait-elle quelque chose. Peut-être fuyait-elle déjà. Je les ai fait entrer. J'ai refermé la porte derrière elle. Et je leur ai montré tout. Les copies du testament falsifié, les vidéos, les notes, la lettre de signalement psychiatrique. Marion n'a pas interrompu une seule fois. Elle écrivait vite, méthodiquement, en hochant parfois la tête. « Vous avez peur qu'elle revienne ?» m'a-t-elle demandé. « Elle ne part jamais longtemps », ai-je répondu. « Elle a trop à perdre. » Elles sont restées près de 2 heures. Hélène avait les mains serrées, blanches d'angoisse. Mais moi, je me sentais calme, plus calme que je ne l'avais été depuis la mort de Julien. Quand elles sont parties, Marion m'a dit doucement « Je vais publier, Madame Martin. Ce que vous vivez est monstrueux, mais ce que vous avez fait est remarquable. Je ne savais pas si c'était du courage, ou simplement de la survie. » À 18h12, Élodie est rentrée. Elle a claqué la porte, comme à son habitude. Mais elle a remarqué tout de suite le silence étrange de la maison. Je l'attendais dans le salon. « Tu as eu de la visite ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, une amie. » Elle m'a regardée, soupçonneuse. Puis elle a haussé les épaules et s'est enfermée dans sa chambre. Mais je l'ai entendue appeler quelqu'un. Elle parlait vite, trop vite. Elle montre tout. Il faut agir. Maintenant. Le ton avait changé. Elle avait peur.
Le soir même, l'article est paru. Un long portrait. Sans nom complet, mais reconnaissable pour qui savait. Une veuve invisible, tentative d'effacement d'une copropriétaire âgée. Le texte était précis, accablant. Il dénonçait l'abus psychologique, les falsifications, l'isolement forcé, les menaces. Les commentaires affluaient, des témoignages similaires. Des femmes, des hommes, parfois jeunes, parfois très vieux. Tous racontaient la même chose. On les avait fait passer pour fous. Je ne me sentais plus seule. Le lendemain matin, à 7h43, j'ai entendu frapper violemment à la porte. J'ai ouvert. 3 policiers, calmes, professionnels. Madame Martin, nous avons un mandat de perquisition pour vérification d'un signalement de maltraitance et d'escroquerie patrimoniale. Ils ont tout inspecté, ont pris les documents, les vidéos, m'ont fait signer des copies. Et à 9h10, ils sont allés frapper à la porte d'Élodie. Je l'ai vue reculer, puis hausser la voix. Elle criait à la calomnie, au complot. Mais cette fois, personne ne l'écoutait. On l'a emmenée, pas menottée, pas humiliée, mais vue, exposée. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai expiré longuement. La maison était silencieuse. Mais ce n'était plus un silence de peur. C'était un silence de faim. Ou peut-être un commencement. Le lendemain, la maison était vide. Pas seulement d'Élodie. Vide d'électricité. Vide de tension. Vide de ce silence qui hurle. J'ai marché lentement dans le couloir. J'ai ouvert chaque porte, chaque tiroir, comme si j'y cherchais encore une trace d'elle. Mais tout avait été effacé. Inversement, cette fois, c'était elle qu'on avait gommée. Il restait pourtant une dernière pièce, la chambre de Julien. Je n'y étais pas entrée depuis sa mort. Trop douloureux, trop figé dans le passé. Mais ce jour-là, j'ai tourné la poignée. Et je suis entrée. L'air sentait la poussière et le linge ancien. Sur le bureau, une photo. Julien et moi, à la plage. Il avait 15 ans. Il riait. Je me suis assise sur le lit. Il grinçait comme dans mes souvenirs. Et j'ai pleuré. Pas les larmes acides de la colère. Des larmes calmes, claires. Après plusieurs minutes, je me suis levée. Et j'ai ouvert l'armoire. Au fond, un carton que je n'avais jamais vu. Sur le dessus, une feuille pliée, écrite à la main. « Maman, si tu lis ça, c'est que je ne suis plus là. Je ne voulais pas te laisser ce fardeau, mais je n'ai pas réussi à parler. J'ai peur d'Élodie. Pas physiquement. Mais elle manipule. Elle ment. Elle me pousse à t'éloigner. Je ne l'ai pas épousée. Je ne veux pas. Tu es copropriétaire, je l'ai toujours su. Ne doute jamais de ce que tu as construit. Je t'aime, Julien. Je suis restée figée, le papier entre les mains. Mon cœur battait fort. C'était son écriture, sa voix, un témoignage venu d'outre-tombe. J'ai ramené la lettre à Maître Lefebvre. Il l'a scannée, classée, protégée comme un bijou. Cela va clore le dossier. Définitivement, a-t-il dit. Mais ce n'était pas la fin que je ressentais. C'était une ouverture. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une convocation du notaire. L'héritage de Julien avait été bloqué pendant des mois, à cause de l'enquête. À présent, tout était débloqué. Je n'ai rien pris de plus que ce qui m'était dû. Je n'ai pas voulu punir Élodie davantage. Le système le ferait, et sa conscience, si elle en avait une. J'ai signé les documents, puis je suis rentrée à pied. Le ciel était clair, l'air léger. J'ai pensé à Julien. Je me suis dit que la justice n'efface pas la douleur. Mais elle empêche qu'elle se répète. Le soir, dans la cuisine, j'ai allumé une bougie. Un geste simple, mais symbolique. Cette maison, que l'on avait voulu me voler, était redevenue vivante. Non parce que je m'étais battue avec des cris, mais parce que j'avais refusé de m'effacer. Parce que j'avais compris que le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être une arme. Les jours ont passé. Plus calme, mais pas vide. La maison respire autrement, plus lentement, comme moi. J'ai repris mes habitudes, ou du moins ce qu'il en restait. Mon café, le matin. La radio en sourdine. Une promenade dans le jardin, même si l'herbe pousse sans règle. Mais chaque pièce garde une empreinte. Pas celle d'Élodie, non. Elle s'est effacée rapidement, comme une tache sur une nappe blanche. C'est Julien qui est resté, partout. Dans l'air, dans les objets, dans les silences. Je me suis surprise, un soir, à lui parler, à voix haute, dans la chambre, comme s'il allait me répondre. Je me suis demandé si j'étais en train de devenir folle. Mais non, j'étais simplement en train de vivre un deuil, le vrai.
celui que je n'avais pas pu entamer avant, trop occupé à survivre. Un matin, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Sur le pas de la porte, un jeune homme, 25, peut-être 30 ans, barbe fine, regard hésitant. Il tenait un petit sac en toile dans ses mains. « Bonjour, vous êtes Claire Martin ?»« Oui. » Il m'a tendu le sac. « Mon nom est Thomas. J'étais un collègue de Julien. On s'est connus à Paris, quelques années avant tout ça. Il m'avait confié quelques affaires, des choses qu'il voulait garder à l'abri. J'ai pris le sac, les doigts tremblants. Il m'a dit « Si un jour il m'arrive quelque chose, donne ça à ma mère. » Je l'ai invité à entrer. Nous avons bu un thé, assis dans le silence. Puis il est reparti. Pas de longs discours, pas d'émotions excessives. Juste un pont fragile entre le passé et le présent. Quand j'ai ouvert le sac, j'y ai trouvé 3 objets. Un vieux carnet en cuir, rempli de notes. Une clé USB, un ticket de train, composté, daté d'un jour, après sa mort. Mon cœur s'est arrêté. Pas une erreur. Pas une illusion. Un ticket, à son nom, daté du lendemain de son décès officiel. J'ai d'abord cru à une coïncidence. Mais le numéro du siège, la destination. Tout correspondait à un voyage qu'il avait souvent fait pour affaires. J'ai ouvert le carnet. Beaucoup d'écritures brouillonnent, des pensées, des peurs. Elle fouille dans mes mails. Je crois qu'elle veut que je signe quelque chose. Je vais disparaître quelques jours, juste pour voir. J'ai senti mes mains devenir moites. Et si Julien n'était pas mort comme on me l'avait dit? Et si tout ce que je croyais depuis le début était faux? J'ai branché la clé USB dans mon ordinateur. Un seul dossier, protégé par un mot de passe. J'ai deviné, le prénom de mon père. Julien s'en servait souvent comme code. Il s'est ouvert. Des vidéos, des enregistrements audio, des fichiers bancaires, des extraits de messagerie et un message. Un fichier vidéo, intitulé « Si je meurs ». Je suis resté figé devant l'écran. Le nom du fichier brillait dans le noir. « Si je meurs ». J'ai hésité à cliquer. Et si ce que j'allais découvrir changeait tout ce que je croyais savoir sur mon fils? Et si, au contraire, cela confirmait mes pires intuitions? J'ai inspiré et j'ai cliqué. La vidéo s'est lancée. Julien était assis sur un banc, dans un parc que je ne reconnaissais pas. Peut-être un jardin public à Paris. Il portait une veste sombre, les cernes creusées, les traits tirés. Si tu regardes cette vidéo, c'est que je suis mort. Il parlait calmement, mais ses yeux trahissaient la peur. Une peur ancienne, silencieuse. Élodie n'est pas celle que tu crois. Elle a découvert quelque chose sur mon passé. Un dossier, une transaction que je n'aurais jamais dû signer. Elle m'a piégée, et depuis, elle me tient. Je sentais mon souffle se raccourcir. Elle m'oblige à mettre ton nom de côté, à la faire passer pour ma seule héritière. Elle a falsifié un document devant moi. Elle a menacé de se faire passer pour victime si je parlais. Il passe une main sur son visage, nerveusement. Je vais tout remettre à un ancien collègue. Thomas, il sait quoi faire. Il attendra que tu le retrouves. S'il ne t'a pas trouvé dans 6 mois, c'est que je suis mort pour de bon. Et là, tu auras besoin de tout ça. Il montre la clé USB. Tu n'es pas folle, maman. Ne crois jamais ça. Et surtout, ne te laisse pas faire. Je t'aime. La vidéo s'interrompt. Écran noir. Silence. J'ai reculé ma chaise. J'étais tremblante. Chaque mot résonnait comme un écho de tout ce que j'avais ressenti depuis le début. L'invisibilité, l'effacement, et maintenant, la confirmation. Julien avait vu venir sa propre chute, et il avait tout préparé. Je me suis levée, je suis montée au grenier, là où je gardais encore ces vieux cartons. Dans l'un d'eux, j'ai retrouvé un classeur bleu, ses papiers professionnels, relevé bancaire, ancien contrat, et puis une copie du contrat mentionné dans la vidéo, une transaction suspecte, datée d'1 an avant sa mort, là où apparaissait un virement étrange vers un compte au Luxembourg. Tout concordait. Julien avait été impliqué dans quelque chose, peut-être à son insu, ou sous pression, et Élodie le savait. Je suis retournée voir Maître Lefebvre le lendemain. Je lui ai tout montré. La vidéo, les relevés, le ticket de train, la lettre de Julien. Il m'a écoutée sans m'interrompre, son visage de marbre. Puis il a dit « Claire, je pense qu'on est face à quelque chose de plus grave qu'un simple litige familial. Je vais devoir signaler cela aux autorités compétentes. » Vous pensez qu'Élodie... Il m'a regardé, longuement. Je pense qu'Élodie n'a pas seulement tenté de vous évincer. Elle pourrait être liée, de près ou de loin, à la mort de votre fils. Je suis rentrée chez moi en silence.
Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Je ne savais plus si Julien avait été victime d'un arrêt cardiaque ou d'un piège trop bien orchestré. Tout ce que je savais, c'est que j'avais ouvert une porte et que désormais, plus rien ne serait comme avant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une minute. J'ai marché dans la maison, pieds nus, comme une âme en peine. Chaque couloir semblait plus long, chaque pièce plus froide. La maison, redevenue silencieuse, me murmurait des vérités que je n'étais pas encore prête à entendre. J'ai repensé à Julien, à ces derniers jours. Avait-il su qu'il allait mourir? Avait-il tenté de fuir? Ou s'était-il résigné, certain que personne ne le croirait? Et surtout, pourquoi n'avais-je rien vu? Le matin, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Pas de signature, juste une feuille pliée en 4. J'ai reconnu l'écriture au premier regard, celle d'Élodie. Tu joues avec le feu. Ce que tu crois savoir n'est qu'un morceau du puzzle. Laisse-le passer en paix. Certaines vérités ne sauvent personne. Elles détruisent tout. J'ai relu ces mots plusieurs fois. Ma gorge s'est serrée. Elle savait. Elle m'observait. Elle n'avait pas disparu. Elle attendait. Mais quoi? Que je me taise? Que j'abandonne? Elle me pensait encore fragile. J'ai décidé de retourner voir Thomas. Lui seul connaissait une partie de l'histoire de Julien. Il m'a donné rendez-vous dans un café discret, à côté de la gare. Il est arrivé avec un dossier à la main. J'ai fouillé un peu plus, m'a-t-il dit. Et, votre fils avait raison. Il avait découvert un détournement de fonds dans l'entreprise où il travaillait. Il en avait parlé à quelqu'un qu'il croyait digne de confiance. Élodie était déjà dans sa vie à cette époque. Je l'ai regardée sans rien dire. Je crois qu'elle l'a trahi. Elle l'a dénoncé, ou pire. Elle était liée à tout ça depuis le début. Ce n'était pas une simple compagne. C'était une manœuvre, une taupe. J'ai senti ma poitrine se contracter. Julien avait été piégé, aimé peut-être, mais surtout utilisé. Et moi, je vivais depuis 7 ans avec une ennemie dans ma propre maison. Thomas m'a tendu une enveloppe. Il y a là-dedans un enregistrement, une conversation entre Julien et un de ses collègues. Il y parle d'une menace, d'un dîner, 3 jours avant sa mort. Il disait qu'il ne boirait rien, qu'il se méfiait. Il avait peur d'être empoisonné. Mon sang s'est glacé. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai rangée dans mon sac, précautionneusement. Puis Thomas a dit « Faites attention à vous, Claire. Elle est encore là, quelque part. » Je suis rentrée chez moi plus tôt que prévu. Quelque chose m'inquiétait. En approchant de la maison, j'ai vu que la porte était entr'ouverte. Mon cœur s'est emballé. J'ai poussé lentement, appelant à voix basse. « Il y a quelqu'un ?» Silence. Mais dans la cuisine, une odeur. Quelque chose de sucré, trop fort, comme un parfum artificiel. Celui qu'Élodie portait parfois. Un parfum bon marché, envahissant. Sur la table, un verre de vin, rouge, intact. Et à côté, une photo de Julien et moi, brisée en 2. Je n'ai pas touché au verre. Je savais ce que cela voulait dire. Elle m'avait laissé un message. Elle était venue. Elle était entrée. Et elle pouvait recommencer. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture. Pas par peur, par stratégie. Demain, je commencerai à riposter. J'ai passé la nuit dans ma voiture, garée à 2 rues de la maison. Le moteur éteint, les vitres légèrement entr'ouvertes. Je regardais les lumières de ma propre cuisine clignoter à travers les branches d'un arbre. Elle était revenue, et elle voulait que je le sache. Mais cette fois, je ne me cacherai pas. Le matin, j'ai appelé Maître Lefebvre. Je lui ai tout expliqué. La lettre glissée sous ma porte, le verre de vin empoisonné, peut-être, la photo brisée. Il m'a écouté sans m'interrompre. Vous avez une décision à prendre, Claire. Soit vous déposez plainte de nouveau et vous laissez la police suivre son rythme. Soit vous la poussez à se dévoiler. Vous voulez dire tendre un piège? Il a hoché la tête. Enregistrer, observer, documenter. Tout ce qui peut la relier à une menace directe. Mon cœur battait à tout rompre. J'allais devoir faire ce que Julien avait fait. Rassembler des preuves. Seule. Ce soir-là, je suis rentrée comme si de rien n'était. La maison était silencieuse, mais je savais qu'elle était entrée. Peut-être même qu'elle m'avait regardé dormir, des nuits durant. J'ai installé discrètement 2 caméras. Une dans le salon, cachée dans la bibliothèque, et une autre dans le couloir de l'entrée, derrière un vase. Puis j'ai laissé la porte arrière déverrouillée, juste assez pour qu'elle croie avoir encore l'avantage. Je me suis couchée vers minuit, tout habillée. J'ai laissé la lampe de chevet allumée, et j'ai fermé les yeux, sans dormir. À 2h13 du matin, j'ai entendu un léger grincement, la porte du jardin, puis des pas, feutrés, lentement.
comme un animal qui explore son territoire. Je n'ai pas bougé. Je respirais à peine. Les pas se sont rapprochés. Puis, plus rien. Le silence. Épais. Anormal. Et soudain, une voix. Claire. Un murmure. Presque tendre. Mais glacial. Je voulais juste parler. Elle était là, dans ma chambre. Debout près de la porte. Je me suis redressée, lentement. « Tu es venue me tuer, Élodie ?» Elle a souri. Pas un vrai sourire. Un rictus nerveux, déséquilibré. « Non, je veux que tu comprennes. Je n'ai jamais voulu ça. Mais Julien, il était faible. Il allait tout détruire. Je l'ai protégé. À ma manière. En le tuant, elle a levé la main. Violemment. Il s'est tué lui-même, Claire. Il n'a pas supporté ce qu'il avait fait. Moi, je voulais juste sauver ce qu'on pouvait encore sauver. » Ses yeux brillaient de larmes. « Tu n'es pas une victime, tu sais. Tu as toujours tout contrôlé. Même lui. Tu crois que tu étais une mère parfaite ? Je l'ai laissé parler. Chaque mot était enregistré. Chaque mot la trahissait. Quand elle a fini, elle s'est effondrée sur le sol, les mains dans les cheveux. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de mon téléphone. Lefebvre avait tout entendu. « Tu vas devoir partir maintenant, Élodie. » Elle a levé les yeux vers moi. Et j'ai vu, pour la première fois, non pas une ennemie, mais une femme en ruine. Le lendemain, les gendarmes sont venus. Ils ont visionné les enregistrements, ses aveux, ses gestes, son intrusion nocturne. Et ils l'ont emmenée. Sans cri, sans lutte. Elle savait que c'était fini. Le lendemain de son arrestation, la maison était d'un silence inconnu. Pas celui du calme, celui du vide. Celui qui suit le chaos. Le genre de silence qui ne réconforte pas, qui accuse. Je suis restée longtemps à la fenêtre, à regarder les feuilles tomber. Comme si la maison elle-même respirait enfin, libérée d'un poids invisible. Mais je n'étais pas soulagée. Pas vraiment. J'avais gagné, oui. J'avais retrouvé mes droits, mon nom, ma maison. Mais à quel prix ? Julien était toujours mort. Et une partie de moi aussi. Je suis allée dans sa chambre, que je n'avais pas osé ouvrir depuis des années. Tout était resté figé. Ses livres, son lit défait, un pull abandonné sur une chaise. J'ai ouvert le tiroir de son bureau. Rien. Puis le deuxième. Et là, un carnet. Noir, épais, usé. Je l'ai ouvert avec précaution. Julien y avait écrit presque chaque jour, ces derniers mois. Ses doutes, ses peurs, ses soupçons et son amour pour moi. Des pages entières où il me remerciait de l'avoir toujours soutenu. Il disait qu'il se sentait piégé, qu'il avait découvert des choses qu'il ne pouvait pas ignorer. Et qu'il pensait qu'Élodie lui mentait. Puis, une note, datée de 2 jours avant sa mort. « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Maman, fais confiance à Maître Lefebvre. Il saura quoi faire. Ne la crois pas. Elle n'est pas celle que tu crois. » Je me suis effondrée en lisant ces mots. Pourquoi ne m'avait-il rien dit ? Pourquoi avait-il porté tout cela seul ? Mais je comprenais maintenant. Il avait voulu me protéger, jusqu'au bout. J'ai donné ce carnet à l'avocat. Il a complété le dossier, renforcé les charges. Avec ça, il n'y aurait plus de doute sur l'intention. Élodie risquait une longue peine. Mais ce n'était plus la justice qui m'obsédait. C'était la vérité, l'intégralité de la vérité. Alors, je suis descendue à la cave. Un endroit qu'Élodie verrouillait systématiquement, sous prétexte d'humidité. En bas, parmi les cartons poussiéreux, j'ai remarqué une planche mal alignée contre le mur. Je l'ai tirée. Derrière, un renfoncement. Une pièce dissimulée. À l'intérieur, un coffre. Et dans ce coffre, un ordinateur portable. Le vieux de Julien. Je l'ai allumé. Il fonctionnait encore. Sur le bureau, un unique dossier. À ouvrir si je ne suis plus là. J'ai cliqué. Des vidéos. Des enregistrements. Des captures d'écran d'échange entre Élodie et un contact anonyme, lui donnant des ordres. Ce n'était pas juste une affaire de jalousie ou d'héritage. Elle obéissait à quelqu'un. Quelqu'un qui voulait faire taire Julien. Je tenais là un réseau, plus grand, plus dangereux. Et elle n'était qu'un pion. J'ai fermé l'ordinateur. Le combat n'était pas fini, mais je savais enfin pourquoi Julien était mort. Et désormais, je savais aussi pour qui je devais me battre. Je suis remontée. Le soleil commençait à se coucher. Je me suis servi un café. Je me suis assise à la table, face à la fenêtre. Et j'ai souri. Pas par joie, par force. Parce que la vérité ne se tue pas. Elle attend, en silence, comme moi.